Chers collègues, bonjour. Merci pour l'invitation et l'opportunité de vous parler de ce sujet. Donc, on va parler de la place du CoROCT dans l'angor stable ou ce qu'on appelle aujourd'hui la maladie coronarienne chronique. Voici mes conflits. Et donc, ça sera l'opportunité de discuter de cet article publié dans le Lancet au mois de janvier de cette année, un article qui est le follow-up à 10 ans d'une étude Scott Hart, et on va reprendre ceci en détail. Donc, la maladie coronarienne, vous savez, c'est une maladie évolutive, inflammatoire, qui va évoluer sur plusieurs décennies souvent, avec des facteurs de risque cardiovasculaire qui peuvent initier et ensuite favoriser la progression. Ceci va mener à souvent un tableau assez bruyant qui est le syndrome coronarien aigu. Là, souvent, on a une rupture de plaque d'athérosclérose avec une obstruction, et là, la prise en charge est codifiée. L'urgence est de revasculariser, d'ouvrir l'artère qui est obstruée et de rétablir une perfusion coronarienne. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est toute cette phase maladie coronarienne chronique. Cette phase qui peut être parfois asymptomatique au début et au moment où la lésion devient suffisamment sténosante, on peut avoir une situation d'ischémie et de symptômes. Donc, cette maladie coronarienne chronique, il faut savoir qu'on définit aussi d'autres causes que la maladie athérosclérotique. Vous avez ici aujourd'hui tout un versant d'atteintes microvasculaires, que ce soit des fibroses périvasculaires ou des atteintes notamment liées à l'augmentation des pressions télédiastoliques ou l'hypertrophie myocardique qui peuvent provoquer une ischémie. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur tout ce qui est lésions épicardiques et notamment la maladie athérosclérotique telle que je vous l'ai décrit il y a un petit instant. Donc, la présentation clinique peut être variée. Habituellement, c'est lié vraiment à un mismatch entre les apports et les besoins. On a l'angor typique, qui est une douleur angineuse, rétrosternale, survenant à l'effort cédant au repos ou au nitré, mais on peut également avoir d'autres gènes thoraciques un peu moins typiques, ou bien même des dyspnées qui peuvent être des équivalents ischémiques. Alors, vous avez les dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie qui a trait à cette condition, avec en fait une prise en charge initiale qui nécessite d'évaluer le risque, la probabilité pré-test d'avoir une maladie coronarienne sous-jacente qui pourrait expliquer des symptômes. Donc, vous avez un tableau en haut à gauche qui va reprendre ces douleurs et ces gènes dont je vous ai parlé, y compris la dyspnée. Avec ce qui est nouveau depuis l'automne, c'est d'inclure les facteurs de risque, et puis ensuite, et qu'après on va prendre en compte l'âge, le sexe. Et avec ceci, on va établir une probabilité pré-test de maladie coronarienne obstructive qui pourrait expliquer les symptômes. On n'est pas ici chez une population asymptomatique chez qui on veut évaluer le risque cardiovasculaire à 10 ans, pour lequel on a d'autres scores. Ici, on évalue la probabilité d'une maladie coronarienne obstructive sous-jacente. Et comme vous le savez, on va surtout se concentrer en termes de bilan fonctionnel ou anatomique dans cette probabilité pré-test intermédiaire, entre en gros 5 à 10% et 80 et 90%, pour ensuite, en fonction du test et en fonction de la performance du test, avoir une probabilité post-test utile. Alors, une petite nuance, dans l'évaluation récente, on peut utiliser le calcium score pour affiner ce risque. Je ne vais pas en dire plus aujourd'hui. Alors, comment investiguer? Alors, les deux grandes lignes d'investigation sont soit d'évaluer l'anatomie avec des investigations qui peuvent être invasives, avec la coronarographie qui reste l'étalon d'or, qui est évidemment invasif et qui peut avoir des complications même si elles sont rares, ou le CoROCT. L'autre versant, c'est l'évaluation fonctionnelle avec soit un test d'effort, l'ergométrie standard, ou un test d'effort typiquement de type pharmacologique, vasodilatative, associé à une imagerie, qu'elle soit l'IRM, la médecine nucléaire ou l'échographie. Alors, quelle modalité choisir? Il y a une étude promise qui a été conduite sur 10 000 personnes et qui n'a pas montré de bénéfice à évaluer l'anatomie. Pas de bénéfice à évaluer l'anatomie, et pas strictement lié à cette étude, mais en partie, il y a eu une grande étude l'ischémia qui, dans ce cas-là, a essayé d'évaluer uniquement l'atteinte fonctionnelle, c'est-à-dire le degré d'ischémie, qu'elle soit, et ils ont inclus des patients
avec une ischémie modérée à sévère, pour ensuite randomiser entre un traitement invasif ou un traitement optimal médical. Et cette étude n'a pas montré de bénéfice à évaluer ces patients avec une ischémie aiguë, même s'il y a une diminution de la mortalité cardiovasculaire dans l'étude étendue à 5 ans. Donc, on pourrait se dire que l'évaluation fonctionnelle dans une étude était utile. L'ischémia tend à nous dire qu'il faudrait faire une évaluation anatomique. Et si on pense anatomie, il faut décider entre une évaluation invasive ou non invasive. Et là, une grande étude qui a clairement modifié les guidelines, c'est l'étude Discharge qui a été publiée en 2022 et qui a spécifiquement voulu randomiser entre ces deux approches. Et en randomisant, ils ont randomisé plus de 3500 patients. Et dans cette étude, il n'y a pas eu de bénéfice à faire une approche invasive. Donc cette étude a clairement montré l'équivalence, voire la supériorité d'une approche par Coros-CT pour ces patients avec une probabilité intermédiaire. En plus, ça c'est pas une évidence, il y a eu moins de complications dans le groupe Coros-CT. Et cette étude a été clairement inclue dans les guidelines pour promouvoir l'utilisation du CT. Donc on vient à cette étude Scott Hart qui a essayé d'évaluer le rôle du Coros-CT dans une étude multicentrique en Écosse pour évaluer quel était l'apport de rajouter systématiquement l'utilisation d'une Coros-CT dans l'évaluation initiale d'un patient. Alors il y a une étude, donc les patients ont été inclus entre novembre 2010 et 2010 et 2014. Donc il y a une première étude en 2015, puis l'étude Princeps qui a été publiée, Scott Hart, à 5 ans en 2018. Et là, les résultats sont sortis où on a démontré qu'en utilisant un Coros-CT dans la prise en charge initiale, on avait un bénéfice sur l'endpoint combiné, mortalité liée à la maladie coronarienne et infarctus non fatal, avec en plus pas d'évidence d'avoir surutilisé la coronarographie ou l'angiographie par la suite. Et dans cette étude, les bénéfices étaient sans doute attribuables au changement du traitement de prévention cardiovasculaire médicamenteux. Donc, étude en 2018 et on en vient à l'étude en 2025 qui nous montre maintenant les résultats à 10 ans de cette étude. Scott Hart, présenté lors du congrès annuel l'ESC en automne, avec donc une analyse qui était préspécifiée. Ça, c'est clairement un des points forts de cette étude. C'était quelque chose qui était préspécifié pour évaluer l'effet à long terme. Alors, les patients de 18 à 75 ans, comme je vous ai dit, inclus de 2010 à 2014, avec une suspicion de maladie coronarienne obstructive sous-jacente, adressée à un centre de référence. On devait ne pas avoir eu de syndrome coronarien aigu dans les 3 mois qui ont précédé. Et puis, ces patients pouvaient avoir une arythmie, pouvaient être en surcharge, pouvaient avoir un calcium score élevé, des patients qui sont souvent exclus d'autres études. Et ici, on a donc la randomisation. Notez que les patients, dans un certain nombre de cas, ont eu un test d'effort ergométrique initialement, et puis ensuite, ils ont été randomisés en 2 groupes. Les centres à travers l'Écosse, avec plusieurs centres de référence, et ensuite 3 centres où l'imagerie a été faite. Et donc, on a, à 10 ans, perdu que 151 patients par rapport à l'étude à 5 ans. Les outcomes, les mêmes que pour l'étude à 5 ans, notamment l'issue clinique primaire, c'est-à-dire la mortalité liée à la maladie coronarienne et des infarctus non fatals, et puis ensuite des issues secondaires qui reprenaient ces 2 items et d'autres mortalités individuelles, l'AVC notamment, et la revascularisation, et puis y compris le traitement préventif qui était, alors le traitement préventif était défini comme étant l'utilisation soit d'antiplaquettaires, soit l'utilisation de statines, même si vous allez le voir, on a documenté les autres médicaments. Alors les résultats, 44% de femmes, un bon nombre de patients en surpoids, plus de 50% soit fumeurs ou ex-fumeurs, plus de 50% avec une dyslipidémie, et puis plus de 50% avec soit un angor typique ou atypique. Les issues cliniques, ici un tableau, et je vais reprendre avec des graphiques dans un instant, mais
on voit qu'il y a une diminution de cet endpoint combiné, y compris à 10 ans. C'était la question, est-ce que les bénéfices allaient pouvoir être étendus à 10 ans avec de nouveau quelque chose qui est lié aux infarctus, surtout non fatales, et puis de nouveau pas d'utilisation accrue ni de l'angiographie ni de la revascularisation dans un groupe par rapport à un autre. Donc visuellement, ça donne ceci, avec une diminution de 21% de cet endpoint cumulé, avec un endpoint qui est surtout drivé, comme vous le voyez ici, par les infarctus non fatals. Et puis, vous voyez également pas d'utilisation, surutilisation de différences significatives entre les deux groupes, entre l'angiographie ou la revascularisation. Et puis, surtout, par contre, à travers les années, une prescription et une adhésion au traitement médicamenteux plus élevée. Alors ici, dans ce graphique, c'est spécifiquement l'antiplaquettaire et les statines, mais si on prend dans le supplément les traitements spécifiques, que ce soit l'aspirine, les statines, les antiplaquettaires ou les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, on a clairement une meilleure utilisation. Pour ce qui est de l'analyse des sous-groupes, on voit que des patients au-delà de 65 ans, les femmes notamment, et des patients qui avaient un risque évalué, donc un risque cardiovasculaire à 10 ans évalué comme bas, étaient sans doute peut-être des groupes qui étaient plus à même de bénéficier de ce corps OCT. Pour revenir sur les points forts et les limitations de cette étude, l'important ici, c'est surtout la durée du suivi qui est assez impressionnant, avec des patients, comme je vous ai dit, inclus assez largement, c'est-à-dire y compris des patients avec une obésité, des calcium scores élevés et même des arythmies, avec également la possibilité par la suite d'avoir un open label, de pouvoir utiliser d'autres investigations, y compris des examens de stress. Donc voilà. Et puis pour les limitations, il faut savoir que les endpoints, ils ont utilisé la banque de données nationale écossaise avec des données qui sont codées nationalement, mais il n'y a pas eu d'adjudication indépendante des événements ni des diagnostics. Et puis, c'est clair qu'avec un suivi sur 10 ans, vous pouvez imaginer qu'il y a un certain nombre de patients qui ont un crossover entre les deux groupes. Et puis, vous avez des changements temporels liés aux études, notamment discharge, qui a sans doute modifié notre approche vis-à-vis de ces patients. Donc, en conclusion, pour cette étude, on voit que de rajouter dans cette population un corps OCT en début de prise en charge, on peut à 10 ans, sans doute lié à une meilleure prescription médicamenteuse, avoir une réduction de l'endpoint combiné, c'est-à-dire mortalité liée à la maladie coronarienne et infarctus non fatal, et avec en plus peut-être un bénéfice particulier chez certains sous-groupes. Alors, quelques commentaires pour juste simplement vous dire comment ceci a été inclus maintenant dans les guidelines. Si on prend les guidelines européennes de 2014, publiées au mois de septembre de l'année passée, on vous propose donc une prise en charge maintenant qui est assez typique de la Société européenne de cardiologie, qui est par étapes, avec une première étape, une évaluation initiale qui comprend l'anamnèse, l'examen clinique, et puis là on doit d'emblée définir si on a peut-être une présentation clinique qui est non cardiaque versus éventuellement un patient avec une présentation instable. Ensuite, on va avoir une évaluation approfondie. On peut envisager d'autres examens à ce stade-là, notamment un test d'effort. Et on en vient au stade où on doit confirmer le diagnostic ou aller plus loin. Et c'est ici où je vais juste m'attarder. C'est ici où on va évaluer cette probabilité pré-test avec les symptômes, que ce soit l'angor, la dyspnée, que ce soit typique, atypique. On va intégrer les facteurs de risque cardiovasculaire qui aujourd'hui modifient ces probabilités pré-test. Et puis, on peut aller jusqu'à utiliser un calcium score pour le modifier. Mais en fonction de cette probabilité pré-test, on est amené à imaginer des probabilités de 5 à 50% où on va vouloir exclure la maladie, surtout chez les patients qui ne sont pas sous statine ou pas sportifs. On va vouloir exclure la maladie. Le corps OCT a toute sa place dans cette catégorie de patients. On en reste avec une place pour l'examen fonctionnel chez des patients qui ont une probabilité un peu plus élevée. Et puis, comme vous le savez, si la probabilité pré-test est très élevée, c'est-à-dire plus de 80%, là, on va directement à l'angiographie. Et ceci est résumé très joliment avec ce graphique,
où vous avez en gros des patients dont la probabilité pré-test est très faible et on peut simplement surseoir à tout cet examen. Vous avez des patients chez qui on suspecte entre 5 et 15%, et là, clairement, le corps-OCT permet d'exclure la maladie. Entre 15 et 50% de probabilité pré-test, vous avez en premier lieu, et c'est l'examen qui est préconisé, le corps-OCT, mais on peut envisager le test fonctionnel, et au-delà, on va utiliser les tests fonctionnels, typiquement l'IRM cardiaque de stress, l'échographie de stress ou la médecine nucléaire, pour décider de réévaluer la probabilité post-test et ensuite de discuter du traitement. Donc avec ceci, j'ai terminé et je vous remercie pour votre attention.